extraordinaire. Donc, si je suis aujourd'hui là, c'est grâce à lui. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer des langues aux sciences physiques. À la physique. Merci beaucoup, Monsieur Kane, Monsieur Mbaye Kane, professeur de physique et chimie. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la télévision Futur Média. Maintenant, place aux classes de terminale. C'est bien ça? C'est bien ça. À vous le tableau ou bien? Je vais commencer par une petite introduction. Allez-y, avec plaisir. Puisque la partie que je vais aborder porte sur la dynamique, qui est une partie importante sur le programme de terminale et qui à tous les coups sort au bac. Par conséquent, il me semble être important de l'aborder, d'autant plus que les élèves ont beaucoup de difficultés là-dessus. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la physique porte 3 niveaux de difficulté. Parce qu'il y a l'utilisation de la langue française qui nous pose problème, qui pose problème à nos élèves. Mais il y a aussi l'aspect mathématique qui est un autre problème. Et en plus de cela, ces 2 niveaux de difficulté, vous avez les difficultés qui sont propres à la physique elle-même. Ce qui fait que pour faire de la physique, il faut vraiment être très attentif et s'exercer beaucoup. Nous avons ici au tableau, pour montrer les difficultés auxquelles sont confrontés les élèves, nous avons pris une application très simple qui porte sur un projectile dans le champ de pesanteur. Voilà, Monsieur Kane qui va rejoindre le tableau pour être beaucoup plus près des élèves, je pense. Le Voilà. gel main, s'il vous plaît. Le gel main, s'il vous plaît. Corona oblige. Vous avez raison. Oui, parce que... Merci beaucoup. Voilà, c'est la salle des profs. Bon, nous apprenons du tout. Voilà. Alors, je vais rappeler à mes élèves d'abord un certain nombre de lois ou de théorèmes que nous utilisons dans le cadre des cours de la dynamique. Il s'agit principalement du principe de l'inertie. Le principe de l'inertie, je vais donner donc dire simplement que le principe de l'inertie dit que si un corps est pseudo-isolé, pseudo-isolé, ça veut dire que la résultante des forces appliquées au corps est nulle. Et cela, si cette résultante est nulle, forcément le corps est au repos, ou bien, s'il est en mouvement, il conserve son mouvement avec une vitesse constante. Donc, il est en mouvement rectiligne uniforme. Donc, voilà une première loi qu'on appelle le principe de l'inertie. Deuxième théorème utilisé énormément, c'est le théorème de l'énergie cinétique, abréviation TEC. Le théorème de l'énergie cinétique établit la variation de la vitesse aux travaux des forces qui sont appliquées au solide. Donc l'équation mathématique qui traduit ce théorème s'écrit: la somme des travaux des forces appliquées au système est égale à la variation de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique, c'est simplement l'énergie cinétique finale du système moins l'énergie cinétique initiale du système. Un autre théorème, non moins important, est appelé le théorème du centre d'inertie. Le théorème du centre d'inertie relie la résultante des forces, c'est-à-dire la somme vectorielle des forces, à l'accélération et à la masse. Alors, il va de soi qu'en physique, toujours pour appliquer un certain nombre de lois, il y a des conditions d'applicabilité. Nous restons dans le cadre de la physique classique de Newton. Et ces différentes lois ou théorèmes que je viens d'écrire ne sont valables que dans une classe de repères qu'on appelle les repères galiléens. Voilà donc, chers élèves, 3 lois très simples qui reviennent très souvent dans la résolution d'exercices en dynamique. Alors, je vais me retourner vers notre application. Un projectile dans le champ de pesanteur. Alors, un projectile, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un objet qui est lancé.
dans le champ de pesanteur. Le champ de pesanteur, c'est le champ de pesanteur terrestre. Nous parlons du champ de pesanteur terrestre. Alors, notre projectile ici, c'est un ballon de basket lancé par un basketteur. Et la cible, c'est le panier. Alors, on se charge simplement d'étudier le mouvement du ballon qui est lancé à partir d'un point de l'espace. Et quel est le mouvement que va faire la balle pour atteindre la cible, c'est-à-dire le panier. Donc, je peux lire, si vous permettez. Lors d'un match de basket, pour marquer un panier, il faut que le ballon passe dans un cercle métallique situé dans un plan horizontal à 3 mètres au-dessus du sol horizontal. Pour simplifier, on suppose que le ballon est ponctuel et doit passer exactement au centre du cercle métallique. Établir l'équation cartésienne de la trajectoire dans le plan vertical rapporté au repère d'axe OX, Y, contenant le point C et B0. Alors, première difficulté pour les élèves. D'abord, comprendre la question. Après avoir lu la première question, l'élève doit d'abord décortiquer cette application porte sur quelle partie du programme et essayer d'étudier le texte en soulignant les mots qui pourraient influencer la résolution de cet exercice. Comme je l'ai dit tantôt, dans l'entame de mon propos, les difficultés liées à la langue ne manquent pas. Une fois que ceci est compris, il faut essayer de chercher l'équation cartésienne. Qu'est-ce que l'équation cartésienne? Par où il faut commencer? Il faut que l'élève comprenne, que vous comprenez, d'abord, parmi ces lois-là, quelle est la loi qu'il faut utiliser pour accéder, donc, répondre à la question. Alors, est-ce que aujourd'hui vous êtes capable de me dire quelle est la loi que vous allez appliquer? Est-ce que c'est le principe de l'inertie, ou bien le théorème cinétique, ou bien le théorème du centre d'inertie? Oui, je pense que c'est bien le théorème du centre d'inertie qui peut être appliqué dans un référentiel galiléen, que nous supposerons galiléen ici comme le référentiel terrestre. Alors, nous allons vous indiquer la manière de s'y prendre pour arriver à ce qu'on appelle l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc, puisque nous sommes dans l'espace, nous avons besoin d'un repère. C'est le repère qui est évoqué ici, OX, Y. Trouver l'équation cartésienne de la trajectoire, c'est simplement trouver les équations horaires et essayer de trouver une relation entre les équations horaires pour établir une relation entre les coordonnées d'espace. Donc, ce que nous recherchons, c'est de trouver une relation entre les coordonnées d'espace, c'est-à-dire X et Y. Nous voulons une relation qui ne contient pas le paramètre temps. Si nous parvenons à trouver une relation qui ne contient pas le paramètre temps, alors nous avons ce qu'on appelle l'équation cartésienne de la trajectoire. La loi à utiliser, la voilà. On va essayer de lier les forces. Nous savons que les grandeurs cinématiques sont la position, la vitesse, l'accélération. Ils sont liés à la force, F. Ici, donc, nous allons essayer de connaître la force, de recenser quelles sont les forces qui interviennent dans cet exercice. Et de la force, nous allons faire le schéma inverse pour venir établir l'expression de l'accélération. Et de l'accélération, nous allons établir la vitesse. Et de la vitesse, nous arrivons donc aux coordonnées d'espace. Une fois que nous avons les coordonnées d'espace, nous pourrons, en ce moment, déterminer l'équation de la trajectoire. Alors, je ne vais pas résoudre l'exercice, puisque c'est pour vous permettre donc de le faire. Alors, donc, partez de cette loi. Faire d'abord le bilan des forces. Le système d'abord, vous le précisez. Le système est déjà indiqué. C'est le projectile, c'est-à-dire c'est le ballon. Faire le bilan des forces. C'est important. Souvent, les élèves ont des difficultés pour faire le bilan des forces, c'est-à-dire recenser les différentes forces qui s'appliquent à notre système matériel, c'est-à-dire ici le ballon. Donc, si l'élève ne sait pas faire le bilan des forces,
il va de soi qu'il ne va pas trouver la question qu'on lui demande. Donc c'est important que l'élève sache faire le bilan des forces. Alors les forces qui sont généralement vues en terminale ne sont pas nombreuses. C'est soit des forces à distance, telles que le poids, la force électrique, la force magnétique et la force de gravitation. Et il y a ce qu'on appelle aussi les forces de contact. La réaction, la force de fondement, les forces de tension. Donc, si l'élève peut sérier, faire classer ces forces-là, il suffit qu'il regarde son système pour savoir quelles sont les forces qui interviennent. Donc, il peut dire, je vais chercher d'abord les forces à distance, puis ensuite les forces de contact. Si mon système n'est en contact avec rien, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de force à distance, il n'y a pas de force de contact. Alors donc, l'élève doit faire le bilan des forces. Ensuite, il va appliquer ceci. Ça va lui permettre de trouver l'accélération. Donc, vous avez une équation vectorielle. Cette équation vectorielle, il faut la résoudre. Comment la résoudre? Il faut simplement utiliser le repère. Puisque les grandeurs vectorielles, on appelle les grandeurs vectorielles, sont caractérisées dans un repère par leurs coordonnées d'espace. Donc, il va falloir trouver les coordonnées de A, AX, AY, mais également trouver de là, aller trouver les coordonnées du vecteur vitesse, Vx et Vy, et les coordonnées du vecteur vitesse, vous allez trouver les coordonnées du vecteur position X et Y. Et de ces coordonnées, vous en déduisez donc une relation X Y en fonction de X. Et vous avez donc l'équation horaire. Donc voilà le cheminement qu'il faut adopter pour pouvoir arriver à l'équation de la trajectoire. Alors, maintenant, la deuxième question porte sur quoi? Le panier sera-t-il réussi? Donc ça peut poser un problème à l'élève. Comment traduire cette question en équation? Le panier sera-t-il réussi? Qu'est-ce que réussir le panier? En lisant un peu le texte, on a dit plus haut que pour que le panier soit réussi, il faut que le ballon passe par le centre du panier. Alors, passer par le centre du panier, ça veut dire simplement que la trajectoire doit passer par le point C, qui est le centre du panier. Donc, vous avez le panier, voilà son centre, le ballon est lancé à partir d'un point. Nous voulons que le ballon arrive là-bas. Donc, après avoir trouvé l'équation de la trajectoire, comment faire pour répondre à cette question-là? Le panier sera-t-il réussi? Alors, je vous laisse également le soin de nous dire est-ce que le panier sera réussi? Puisque si vous avez trouvé l'équation de la trajectoire, il vous est très simple de vérifier que ce point-là, le point C, dont vous allez déterminer les coordonnées d'espace, vérifie l'équation de la trajectoire. Si ces coordonnées vérifient l'équation de la trajectoire, alors vous pouvez répondre par l'affirmative. C'est-à-dire que effectivement le panier sera réussi. Troisième question, ce sera la même chose. Ça, c'est un tir sans obstacle, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'adversaire devant le tireur. Et la troisième question, cette fois-ci maintenant, vous avez un obstacle, c'est-à-dire l'adversaire qui va sauter devant le tireur. La question qui est posée, est-ce que la balle sera interceptée? Donc, la méthode de résolution reste la même ici, puisque c'est toujours l'utilisation de l'équation de la trajectoire. Donc, encore une fois de plus, ici, il faut chercher les coordonnées du point le plus haut atteint par l'adversaire. Si on a les coordonnées de ce point en utilisant le schéma qui est donné, je pense que l'élève pourrait réussir. Alors, donc, le problème de dynamique que nous avons besoin d'exposer, les principales difficultés pour les élèves résident d'abord dans le bilan des forces.
Ça, c'est le premier niveau de difficulté. Deuxième niveau de difficulté, c'est choisir parmi les différents théorèmes qu'il a vus en classe, quel est le théorème qu'il faut choisir pour accéder donc à la solution. Et quatrième niveau, c'est la résolution mathématique. C'est ce qui pose plus de problèmes. Mais je vais résumer, si vous le permettez. Allez-y. Pour résumer donc ce point-là, je pense qu'en dynamique, surtout ce qu'on appelle les mouvements dans les champs, c'est-à-dire le champ de pesanteur et le champ électrique uniforme. Dans ces champs-là, si le champ de pesanteur et le champ électrique uniforme, on a ce qu'on appelle les mouvements à accélération constante. Si l'accélération est constante, dans le champ de pesanteur, nous verrons que l'accélération c'est G. Dans le champ électrique uniforme, l'accélération est proportionnelle au champ électrique. Mais la démarche reste la même, aussi bien dans le champ de pesanteur que dans le champ électrique. Alors nous avons donc un mouvement qui est toujours uniformément varié. On dira qu'un mouvement est uniformément varié lorsque l'accélération est constante. Maintenant, il reste à trouver l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire la forme de la trajectoire. On peut dire que la trajectoire sera une droite si la vitesse initiale du projectile, le vecteur, est nulle, ou bien il est parallèle au vecteur champ. Si la vitesse initiale est nulle ou parallèle au vecteur champ, dans ce cas, vous aurez une trajectoire rectiligne. C'est une droite. Deuxième cas possible, c'est que la vitesse initiale n'est pas parallèle. Elle n'est pas nulle, elle n'est pas parallèle au champ. Si cette vitesse initiale n'est pas parallèle au champ, alors l'équation de la trajectoire sera une parabole. Donc, en terminale, pour les mouvements à accélération constante, nous avons des mouvements rectilignes et des mouvements paraboliques. Le reste maintenant, c'est l'utilisation de cette équation de la trajectoire pour répondre à telle ou telle autre question. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Kane, professeur Mbaye Kane, professeur de physique et de chimie. Juste préciser que les élèves ont la possibilité de retrouver tout ce qui est énoncé, tout ce qui est résultat sur le site igfm.sn.